Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue Ousguard sur Radio Altaveranza, ravi de vous retrouver en ce début de semaine en compagnie de notre nouvel invité. Il s'agit de Paul Di Giacomi, bonjour. Bonjour. Paul Di Giacomi, président de Corse Social-Démocrate. Donc on va parcourir, si vous le voulez bien, l'actualité de ces dernières semaines en Corse, en votre compagnie, durant toute la semaine. On va débuter forcément avec les élections municipales à Ajaccio, ces nouvelles élections partielles qui ont eu lieu avec le résultat que l'on sait, avec la victoire de Laurent Marcangeli de son équipe, et puis Simon Renucci donc qui se retrouve dans l'opposition. On va écouter Simon Renucci justement au soir de la défaite, une courte intervention de Simon Renucci, une courte interview, et on vous retrouve Paul Di Giacomi pour avoir votre sentiment. À tout de suite. L'écart est au premier tour pour la division de la gauche parce qu'on n'a pas traité les sujets en amont. Les sujets en amont, je ne vais pas vous le dire, on sait bien qu'il fallait traiter les sujets en amont pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Mais ce soir, on n'a pas le droit de dire ça pour les Ajacciens. On a le droit surtout à cultiver l'espoir, savoir qu'avec nous, avec l'équipe qu'on a montée, avec l'union qu'on a créée, avec ceux qui vont nous rejoindre, l'espérance elle est là parce que chacun va la construire à égalité de chance, à égalité de dignité, à égalité d'espoir. C'est ça la vie. La vie, c'est la Corse en marche et la Corse en marche, le chemin pour la Corse en marche, c'est le chemin que nous avons construit, que nous allons poursuivre au quotidien. Et la Corse, elle est très forte quand on se bat. On se bat contre l'adversité qu'on n'avait pas soupçonnée. On se bat aussi pas contre les hommes, pas contre un tel. Ce serait une catastrophe, mais contre une méthode. On est contre cette méthode. On est aussi pour que les Corses y fassent enfin un regard qui va au-delà du quotidien. Malheureusement, quand on a le frigidaire qui est vide le 15 du mois, ça laisse la place à d'autres pratiques. Donc je suis pour ceux qui disent comme vous, des citoyens, comme Corsica Libre, comme Josefa, comme Maria, que la Corse, elle a besoin de l'espérance. Elle a besoin d'un chemin de paix. Elle a besoin de la citoyenneté. Elle a besoin du respect. Je siégerai peut-être au conseil municipal, mais en attendant, j'attendrai le résultat du pénal. Alors Paul Di Giacomi, donc cette intervention de Simon Renucci, plusieurs notions, donc cette désunion un petit peu à gauche qu'a évoqué Simon Renucci, mais malgré tout une victoire. On vous a vu durant la campagne, vous avez soutenu, sans pour autant être présent, la démarche de Simon Renucci, avec quand même quelques réticences. Vous aviez tiré quelques sonnettes d'alarme. Eh bien oui, dès le mois de mars, puisque au mois de mars, j'étais donc sur la liste, élu dans l'opposition avec d'autres, et pendant ces 7 mois d'opposition, je pense qu'on a fait un travail extrêmement important. On a mis le doigt sur des dossiers qu'on considérait, et je crois à juste titre, ne pas être traités convenablement pour Ajaccio et pour sa population. On a travaillé dans le respect, bien sûr, qui était dû aux élus, à la majorité. On a travaillé pour dire que la décision qui avait été prise sur le parking n'était pas bonne, la décision qui avait été prise concernant les rythmes scolaires n'était pas bonne, et l'ensemble des dossiers qui nous ont été présentés, je pense notamment au budget supplémentaire, aussi prêtait à discussion. Bon, donc, au-delà de ça, j'ai tiré bien sûr plusieurs fois la sonnette d'alarme, puisque je me suis exprimé publiquement sur la nécessité pour la gauche de s'unir, de se rassembler et de constituer un pôle de gauche qui ensuite pouvait s'ouvrir à d'autres forces. Malheureusement, ce pôle de gauche, il a pris du temps dans sa construction, et je pense que on est arrivé à un stade de la campagne au mois d'octobre, au mois de novembre, où, à mon avis, c'était trop tard. Alors, ma décision de ne pas être candidat, je l'ai exprimée publiquement, j'en ai donné les raisons. Effectivement, sur la méthode, j'avais des réserves. Je regrette que les faits m'aient donné raison. Mais à ce moment-là, ça a été une décision mûrement réfléchie. Et effectivement, ça ne m'a pas empêché de soutenir la liste conduite par Simon Renucci, parce que c'est ma famille politique. Et il était hors de question que je nuise à ma famille politique. Nuire, en ne soutenant pas, ou à l'instar de François Casasoprane, est-ce que vous pensez que lui a nui à sa famille politique ? Je dis en tout cas que dans la mesure où effectivement il n'a pas au soir du premier tour appelé à voter pour son camp politique, je pense que ça compte. Ce ne sont pas les raisons de la défaite, ne se limitent pas à l'absence de désistement de la liste de gauche.
elles sont à mon avis beaucoup plus profondes, elles viennent de loin. Je crois qu'il y avait une vraie volonté de changement. Je pense qu'il y a aussi une vraie volonté dans la population aujourd'hui, et comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, l'environnement politique et les prises de position des uns et des autres n'étant pas toujours frappés du sceau de la clarté, il y a une volonté et un vrai désir dans la population d'avoir un discours clair. Ça a été le cas de la droite, qui, avec un rassemblement de toute la droite de manière extrêmement lisible, eh bien, a quelque part séduit l'électorat dans la mesure où on peut ne pas être d'accord, et moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas de cette manière que je vois la politique, et ce ne sont pas ces projets qui ont été défendus pendant la campagne qui sont ceux que je défends, mais on doit bien reconnaître que la clarté a payé. Vous avez dit au mois d'octobre on manquait de temps, mais ça n'était pas qu'une question de temps, parce qu'on voit que même maintenant dans l'opposition c'est un peu compliqué. Cette opposition, elle est plus que plurielle. Je n'ai pas dit qu'on manquait de temps, je dis simplement qu'on a mis trop de temps. On a mis trop de temps à faire l'union de la gauche. Il y a eu des discussions pendant des semaines sur tel ou tel poste, je veux dire... Pas sur le fond. Mais tout ça me semblait un petit peu dérisoire. Je pense que dès le lendemain de l'annulation, on aurait dû être prêt et rassemblé et regroupé pour proposer aux Ajacciens un projet politique. Quand la campagne électorale tourne de manière récurrente autour de la fraude, oui, d'accord, il y a eu fraude, le tribunal administratif a annulé l'élection pour manœuvre frauduleuse, on le sait, tout le monde le savait, on l'a dit, mais il s'agissait ensuite de donner un contenu à la démarche politique. Et ce contenu, eh bien, les Ajacciens ne l'ont pas vu. Et à partir du moment où ils ne l'ont pas vu, je pense que le résultat était conforme à ce qu'on avait pu imaginer. C'est la raison pour laquelle je dis il y a eu un problème de méthode, je n'étais pas d'accord avec cette méthode, j'ai soutenu mon camp au niveau qui était le mien et en responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle je supporte assez mal d'entendre des critiques qui font état d'une forme d'attentisme ou d'acceptation de tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui accepte tout. C'est pas dans ma nature, c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans mes habitudes. Mais par ailleurs, encore une fois, il me semble que quand sa famille politique est engagée, on a le devoir d'être présent et d'essayer de défendre son camp. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, chacun prend ses responsabilités, et moi j'ai pris les miennes, je crois. Merci beaucoup, Poly Giacomi. On parlera des autres scrutins qui arrivent, que ce soit le scrutin départemental ou encore le scrutin territorial. Juste 2 petits mots sur l'absence de Simon Renucci, qui ne siège pas à la mairie d'Ajaccio sans avoir démissionné, mais qui par contre a démissionné de la CAPA. C'est son choix. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul élu corps social-démocrate à la mairie d'Ajaccio. Il n'y a pas un seul élu corps social-démocrate à la communauté d'agglomération. C'est tout. C'est le seul constat que je fais. Merci, Poly Giacomi. On se retrouve demain avec un nouveau thème d'actualité. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue pour Ousguard, où donc durant toute cette semaine nous recevons Poly Giacomi, le président de Corse social-démocrate. Bonjour. Bonjour. Poly Giacomi, vous êtes donc président de CSD, vous êtes également proviseur de la cité scolaire Fèche à Ajaccio. Et justement, on va parler éducation avec la récente visite du ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Elle est venue dans un autre établissement que le vôtre, à la rencontre des élèves. C'était au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. C'était une visite de l'après-Charlie, c'est comme ça que cette visite a été présentée, du moins par la ministre. On écoute un extrait de son intervention et on vous retrouve tout de suite après. C'est important pour mettre à distance les religions. Il ne s'agit pas d'un enseignement religieux, il s'agit d'expliquer aux élèves qu'il y a une historicité des religions, qu'elles sont passées parfois par des périodes fastes et puis ensuite par des errements, par des guerres de religion par exemple. Le principal danger auquel on est confronté, c'est l'obscurantisme qui vous conduit à craindre la religion de l'autre. Donc avoir un enseignement laïque du fait religieux, ça permet finalement de cesser de craindre, d'avoir de la distance, un esprit critique et puis du coup d'être disponible à accueillir le savoir
d'avoir l'enseignement civique, mais pas que l'enseignement moral et civique. C'est important d'avoir de façon structurée dans l'agenda des élèves 1 heure par semaine pendant laquelle on fait que ça. Et pas que de la théorie, c'est important la théorie, c'est important d'apprendre le droit ou la philosophie, mais c'est important surtout de pratiquer. Pendant cette heure, on doit surtout faire du débat, du jeu de rôle, de la simulation, partir d'un fait d'actualité et puis demander aux élèves de s'exprimer dessus. Ça doit être un moment d'expression. Alors, Paul Didjak, Minajat Vallaud-Belkacem, qui a rencontré les élèves de première et de terminale du lycée Laetitia Bonaparte, certains élèves qui ont justement demandé que cet enseignement religieux dans l'école laïque soit pratiqué. Il y a eu donc une discussion, des cours de philosophie avant même la classe de terminale. Une visite ministérielle donc dans un lycée ajaccien. Tout d'abord, ça vous inspire quoi? D'abord, moi je suis très heureux. Pourquoi je suis très heureux? Parce que tout simplement, c'est la reconnaissance du travail des enseignants. Je ne pars pas, je ne sors pas avec mon drapeau de proviseur de la cité scolaire du lycée Fesch. Je suis avant tout, en tout cas j'essaye d'être un éducateur, et donc de regarder l'intérêt des jeunes, que ce soit les jeunes de l'établissement que je dirige, ou des jeunes en général, puisque j'ai eu l'occasion, dans mes activités politiques, vous le savez, en tant qu'adjoint au maire d'Ajaccio chargé de l'éducation, de m'occuper des enfants. Et depuis maintenant bien longtemps, j'arrive à un âge où je ne dirais pas je dirais pas exactement le nombre d'années, mais depuis très longtemps, je dirige des établissements scolaires. Donc, je veux dire, mon métier, c'est d'être au contact des jeunes, auprès des élèves, et d'essayer d'apporter ma contribution à leur développement, à leur épanouissement et à l'acquisition des connaissances qui leur permettront ensuite de pouvoir cheminer dans la vie, et je l'espère, avec tous les atouts qu'ils doivent avoir pour réussir leur vie. C'est ça notre métier, c'est pas autre chose. Alors je suis très heureux, et je suis très heureux pour mes collègues, je suis très heureux pour l'équipe pédagogique, pour les élèves du lycée Laetitia Bonaparte, pour l'équipe de direction, que la ministre, effectivement, et aussi pour Ajaccio, parce que c'est la reconnaissance d'un travail collectif, même si un établissement a été honoré de manière particulière, et ça m'inspire donc un sentiment de satisfaction. Voilà, un travail qui a été fait. Bon, c'est vrai que c'est ce lycée qui a été mis en exergue, mais ce travail, notamment de l'après-Charlie, la réflexion sur la lutte contre l'obscurantisme, sur le respect de l'autre, il a été fait dans tous les établissements scolaires de la ville, y compris dans le vôtre. Bien sûr, évidemment. Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? Alors c'est très compliqué parce que ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est pas seulement une attaque terroriste, c'est aussi le basculement du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate, à travers ce qui s'est passé à Paris, mais on l'a vu ensuite aussi à Copenhague, en Australie. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est extrêmement inquiétant, parce qu'on voit ces jeunes qui sont nés en France ou dans les pays dans lesquels ils commettent les attentats, qui ont grandi dans ces pays, et on sait qu'aujourd'hui, ces jeunes ont un sentiment de rejet terrible par rapport à la communauté dans laquelle ils sont, la communauté nationale. Un sentiment de rejet extraordinaire. Au-delà du fait qu'il faut s'interroger et se demander les raisons pour lesquelles cette situation est aujourd'hui à ce point critique, je crois qu'il y a des mesures fortes à prendre. Alors les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement me semblent aller dans le bon sens. Il faut assurer la sécurité des personnes. Il faut effectivement une présence telle qu'elle se manifeste aujourd'hui. Il faut rassurer la population. Mais au-delà de ça, il y a un travail de fond à faire, et vous l'évoquez quand vous parlez du travail qui est fait dans les établissements scolaires. Mais ce travail doit être fait au quotidien. Et j'écoutais la ministre à propos de l'enseignement moral et civique, et je partage complètement son analyse. Mais moi, je vais un petit peu plus loin. Je dis que toutes les disciplines sont concernées. C'est de manière transversale qu'il faut aborder ces questions. Comment les aborder? À travers le respect de l'autre, à travers la tolérance, à travers la connaissance, bien sûr, des religions. Et c'est essentiel pour avoir le recul nécessaire
pour que les jeunes puissent apprivoiser cette idée qui aujourd'hui se pose avec une acuité particulière. Donc il y a tout ce travail à faire dans les établissements scolaires qui se fait, que nous faisons au quotidien, même quand nous ne parlons pas d'intolérance ou d'intégrisme ou de djihadisme, quand on parle respect, quand on parle tolérance, quand on parle règles de vie collective. À ce moment-là, on crée les conditions, en tout cas on essaye, de mettre en place les digues qui demain peuvent empêcher des actes comme ceux qu'on a connus à Paris de se reproduire. Étiez-vous Charlie, Paul Dijak? J'ai été extrêmement choqué par ce qui s'est passé. Extrêmement choqué. Et je trouve qu'on puisse mettre en parallèle des caricatures et puis une espèce de ressenti comme ça extrêmement fort, une espèce d'indignation au regard de ce qui est non seulement la liberté d'expression, mais la liberté tout court d'une société démocratique. Moi, je crois que sur cette question-là, il faut être extrêmement ferme. On vit dans une société démocratique, une société libre. Les caricaturistes doivent pouvoir continuer à caricaturer. Et je pense qu'il ne faut pas céder à ça. Il ne faut pas céder. Il faut que notre société, et je ne parle pas seulement au niveau de la France, mais je pense que les pays européens, la coopération européenne doit jouer aussi. Et cette liberté d'expression, elle doit pouvoir s'exprimer en fonction d'une culture, en fonction d'une histoire, dans le respect, bien sûr, de toutes les confessions et les idées des uns et des autres. Et en somme, c'est la laïcité, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis profondément laïque. Alors, deux petits mots aussi pour terminer, Paul Dijak, sur cette situation, sur ce vécu des enfants, des lycéens, des collégiens au sein de l'établissement que vous dirigez. Est-ce que vous avez senti, on va dire, un petit glissement en fonction de l'actualité aussi nationale et internationale, ou est-ce que, somme toute en Corse, on est toujours un petit peu protégé ou plus du tout ? Je ne parlerai pas de glissement, je parlerai d'évolution des mentalités. Et je dirais que la Corse, comme les autres régions, comme les autres pays qui peuvent accéder à l'information, une information qui va à la vitesse de la lumière, avec les réseaux sociaux, avec Internet, bien sûr, n'échappe pas aux contre-coups et aux conséquences de ce qui s'est produit, des actes abominables qui se sont produits à Paris le 7 janvier. Et je pense que ce sentiment, il est collectif, cette atteinte, elle est collective, ce mal-être, il est collectif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'école, même si aujourd'hui elle est trop souvent le réceptacle de toutes les difficultés de la société, elle a un rôle très 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 important à jouer. Et je pense que chacun en responsabilité à l'intérieur de l'école doit jouer ce rôle. Pour protéger les jeunes vers le futur ? Pour protéger les jeunes, bien sûr, au quotidien, notre première mission, c'est de les protéger. Mais pas de les protéger n'importe comment. Et c'est la raison pour laquelle je crois que la connaissance, le savoir, la connaissance de l'histoire, des religions aussi, est extrêmement importante. Et ce travail, cette mission que nous avons à l'intérieur des établissements scolaires, elle est éminemment importante. Mais il ne faut pas oublier le rôle de la famille. Il est essentiel, bien sûr. Et la famille doit jouer le jeu, les parents doivent jouer le jeu, les parents doivent marcher main dans la main avec l'école et ne pas, quelquefois, comme c'est le cas, s'opposer à l'école. Ou un peu trop délégué à l'école aussi. Ou un peu trop délégué aussi, oui. Merci beaucoup, Paul Dijak. On va se retrouver demain pour une nouvelle thématique. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Bonjour Paul Dijak, comme vous êtes notre invité durant toute cette semaine.
bonjour. Président donc de Corse social-démocrate. On va parler d'un sujet éminemment politique, une double visite ministérielle, celle de Bernard Cazeneuve et de Marie-Lise Lebranchu, pour un mot, un chiche, en faveur de la collectivité unique. Cette collectivité unique qui a fait l'objet d'une délibération assez unanime de l'Assemblée de Corse en sa faveur, il y a quelques mois de cela. Et puis cette annonce de Bernard Cazeneuve, on écoute le ministre de l'Intérieur et on se retrouve après. Il y a une proposition de mise en place d'une collectivité territoriale unique. Eh bien, nous vous disons avec Marie-Lise Lebranchu, chiche. Mais comme chiche n'est pas de nature à vous satisfaire et n'est pas une expression corse, nous allons traduire ce chiche dans la loi NOTRe. Vous avez proposé que nous ne contentions pas de déclarations d'amour et que nous puissions donner des preuves d'amour. Nous allons le faire. Et nous proposons par conséquent que cette collectivité territoriale unique, comme vous l'avez souhaité, soit inclue par amendement dans la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est maintenant, pour reprendre un slogan. Et c'est maintenant, c'est-à-dire que l'amendement pourrait être présenté tout de suite. C'est notre intention. Cet amendement peut être un amendement gouvernemental, nous savons l'écrire puisque nous avons compris ce que vous voulez. Mais il peut être aussi le résultat d'un dialogue entre nous et il peut être aussi sous-amendé ou éventuellement coproduit. Paul Di Giacomi, avant de rentrer dans le fond du sujet en fait de cette collectivité unique, sur le mot chiche, c'est vrai que beaucoup certains l'ont interprété de manière diverse et variée. Votre interprétation à vous? Je n'étais pas dans la salle. Je ne sais pas dans quel esprit le ministre a dit ça. Je pense qu'il y a une petite note d'humour et puis en même temps il y a comme un défi. Et effectivement, s'il a été interprété comme ça, je pense que c'est aussi... c'est peut-être dans l'esprit dans lequel il a été prononcé. Allez, on va voir si on y arrive. Vous souhaitez la collectivité territoriale, on y va, mais on y va ensemble. Donc cette collectivité territoriale unique qui pourrait voir le jour très prochainement en 2017-2018 si donc cet amendement ou ce sous-amendement est inscrit dans la loi NOTRe. Évidemment, cette échéance, ça passe donc par cette inscription directe, sans le passage par le référendum. Et c'est là où le bas blesse, on dirait. Certains élus veulent de ce référendum, absolument. Et puis d'autres disent c'est une proposition du gouvernement, on y va. Écoutez, compte tenu du calendrier, c'est compliqué. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, à Corse social-démocrate, depuis la création de Corse social-démocrate, il y a presque 20 ans maintenant, on a toujours été favorable à la collectivité unique et ça a toujours été l'une de nos propositions fortes. Donc, ça ne peut que nous satisfaire. Moi, je ne peux être que satisfait de la décision qui est prise sur le fond, sur le principe. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour y aller? Apparemment, oui, puisque l'Assemblée de Corse s'est prononcée favorablement. Les élus de Corse ont été entendus. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas été réactif. Il l'a été. On vient faire la proposition aux élus corses et à la population corse, et effectivement, de la mise en place de cette collectivité unique. Je crois que les esprits sont prêts. Mais il est évident que nous avons aussi demandé une consultation populaire. Et qu'il y a une manière de la faire, cette consultation populaire. Je vais en profiter pour faire une petite proposition. C'est de dire que les élections territoriales peuvent être le moment où cette consultation populaire peut avoir lieu. Et donc il appartient à ceux qui auront la volonté et qui décideront de s'engager dans le combat électoral territorial de se déterminer par rapport à cette collectivité unique et surtout par rapport aux modalités d'application. Aujourd'hui, on ne nous dit pas comment les choses vont se passer. Il y a un aspect fonctionnel. C'est un outil indispensable aujourd'hui pour l'efficacité, pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut définir clairement combien d'échelons on veut, mais qu'est-ce qu'on demande aux différents responsables politiques aujourd'hui dans ce dispositif territorial qui sera mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait appuyer toutes les initiatives qui vont dans le vote, dans l'adoption de l'amendement de principe qui consiste à dire oui à la collectivité unique, mais je pense que les ordonnances pour le coup, et je pense que les modalités devraient être définies après les élections territoriales, absolument. C'est le calendrier que vous définiriez? Absolument. Et puis, un autre élément aussi qui me paraît important,
c'est de dire en 2017 et non pas en 2018, parce qu'en 2017, le mandat de François Hollande se termine. La révision territoriale, la nouvelle organisation territoriale qui est proposée par le président de la République doit, à mon avis, être mise en place avant la fin de son mandat. Donc moi je dis pas 2018, mais 2017. Et je pense que si on rentre un petit peu dans les détails, il faut définir comment les choses peuvent se passer et quel type d'échelon il faut privilégier. Moi je suis favorable à des communautés de pays. Je pense qu'aujourd'hui, le seuil qui est proposé de 5 000 habitants est nettement insuffisant, qu'il faut aller au-delà, il faut aller jusqu'à 20 000. Il faut des territoires pertinents. Il faut déléguer des compétences à ces communautés de pays, notamment tout ce qui touche au social, à la santé par exemple. Et il faut garder bien sûr l'échelon communal. Je crois que si on garde ce calendrier et si on travaille sur ces modalités de délégation de compétences aux communautés de pays, on peut avoir non seulement une collectivité unique, mais une assemblée unique. Une assemblée unique et tenir compte aussi d'un élément qui me paraît essentiel, le non-cumul des mandats. Parce qu'on parle du non-cumul des mandats, qui devrait être adopté en 2017, eh bien allons-y. Le non-cumul des mandats suppose une seule assemblée, avec les compétences déléguées, certaines compétences déléguées aux communautés de pays, et une seule assemblée sans cumul. Voilà, je suis favorable à cette architecture-là qui me paraît la plus pertinente et en tout cas la plus cohérente par rapport aux propositions qui sont faites et aux arguments qui sont avancés aujourd'hui par les élus. Donc, concernant les élections départementales, de toute façon, ce mandat sera écourté. Donc, je veux dire, je pense qu'il faut aller aujourd'hui à l'essentiel. Et il me semble, encore une fois, que dans la cohérence de ce qui est demandé, il faut s'arrêter en 2017. Il faut qu'en 2017, au 1er janvier 2017, cette collectivité unique soit mise en place. Après un débat de fond qui devrait se tenir, à mon sens, au moment des élections territoriales, et chacun se déterminera. On en parlera justement de ces élections territoriales, si vous le voulez bien. Juste 2 petits mots sur le découpage. Vous avez parlé donc d'un découpage des assemblées de pays, etc. Le découpage cantonal tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été fait plus sur la démographie que vraiment sur les pieds, on va dire, ou sur les cohérences peut-être historiques. Ça vous choque ? Non, choqué, non, parce que par définition, un découpage, c'est un découpage et c'est jamais facile. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris quand on voit certains cantons, certains territoires beaucoup plus importants que d'autres. On est en droit de se poser quelques questions. Mais j'ai envie de dire, moi je considère que cette affaire-là est déjà quelque part dépassée. On a dépassé ce cadre-là. Je pense que les conseils généraux tels qu'ils ont existé ont vocation à disparaître. Et à partir de là, on l'a dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, le mandat de ces conseillers départementaux sera court. Voilà. Et enfin, sur les autres propositions qui avaient été actées par l'Assemblée de Corse, on a vu que Bernard Cazeneuve a répondu donc, sur celle-ci. Il y avait eu d'autres délibérations qui ont été prises. Certains élus ont été un petit peu déçus du manque de réponse. On peut parler de la co-officialité notamment, on peut parler du statut de résident. Vous pensez que ça n'est qu'une première étape et que le gouvernement va ouvrir d'autres portes ? Je pense que oui. Je pense que ce qui était vraiment essentiel aujourd'hui, c'est de créer les conditions de l'efficacité de la démocratie. Créer les conditions d'un fonctionnement pertinent de nos institutions et permettre à la Corse de pouvoir assumer son développement dans de meilleures conditions. Ça, c'était la priorité. Ensuite, il y a les dossiers que vous évoquez et sur lesquels l'Assemblée de Corse s'est prononcée. Je pense qu'avec le temps, les discussions viendront le moment venu, mais on sait la difficulté qu'il y a à réunir le Congrès et à modifier la Constitution sur ces questions. Merci beaucoup, Paul Lidjak. On se retrouve demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. De la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Bonjour Paul Lidjak. Bonjour.
Ravi de vous retrouver en ce jeudi matin pour parcourir en notre compagnie donc l'actualité de ces dernières semaines en Corse. On a vu que cette actualité était très politique avec des échéances importantes qui arrivent, des échéances qui vont peut-être faire se dessiner un nouveau visage. On a entendu notamment aux élections municipales les progressistes contre les conservateurs, etc. Est-ce que on verra dans quelques petites minutes si c'est un schéma que vous défendez ou pas. Après avoir écouté l'interview de Gilles Simeoni, justement à propos de cette redéfinition politique. Alors Gilles Simeoni aborde notamment les relations entre nationalistes et nationalistes dits modérés. Donc Corsica Libera et plutôt Femo a Corsica. On va l'écouter et on se retrouve après. C'est vrai qu'il est indispensable aujourd'hui de reconstruire des rapports de confiance avec les autres forces nationalistes et notamment avec l'autre courant du nationalisme. La situation de blocage actuelle ne peut pas durer. Elle est d'ailleurs totalement paradoxale puisqu'on se rend compte que d'un côté et de l'autre on passe des accords politiques avec des forces politiques traditionnelles sans être capable d'avoir entre nous des échanges directs. Donc je pense qu'il faut sortir de cette situation. Il faut en sortir de façon progressive, en se voyant, en discutant, en reconstruisant des rapports de confiance qui seront le prélude à des rapports politiques renouvelés. Et dans le même temps, comme nous l'avons toujours dit, le peuple corse aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les forces nationalistes et nous voulons continuer d'aller vers les forces de progrès à gauche et à droite, mais en leur disant aussi, aujourd'hui, le moment des choix clairs est arrivé. Si vous pensez vraiment, et nous pensons que vous êtes persuadés de cela, que les votes de l'Assemblée de Corse qui sont intervenus doivent être pris en considération, vous ne pouvez pas accepter l'attitude actuelle de l'État. Il faut que nous agissions ensemble. Il faut également que les forces politiques qui se réclament de l'évolution et du progrès rompent clairement avec le clanisme, avec le clientélisme, avec l'ancien système. Paul Di Giacomi, donc plusieurs notions abordées par Gilles Simeoni dans cette courte interview. Tout d'abord, donc cette rupture avec l'État, avec le clientélisme, avec certaines notions, et puis des forces qui peuvent être progressistes à droite comme à gauche. Ah, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, il y a un mot qui m'a intéressé, interpellé, c'est le mot clarté. Bien, effectivement, il faut de la clarté. Moi, je n'ai pas arrêté depuis plusieurs mois dans mes différentes interventions publiques, et vous avez eu la gentillesse de me convier à une émission il y a quelques mois où je disais qu'il fallait que les forces progressistes se déterminent de manière claire. Je faisais notamment allusion à ce qui s'est passé au moment des élections territoriales en Corse du Sud. Vous vous souvenez qu'avec Julia Sanguinetti, la secrétaire régionale d'Europe Écologie des Verts, nous avions décidé de présenter une candidature à gauche qu'on voulait de rassemblement. Très bien. Ça ne s'est pas fait. Le Parti communiste a présenté un candidat. Et quand on a vu les résultats, eh bien, on s'est aperçu que la gauche avait du mal à atteindre les 50 voix pendant que le candidat UMP a atteint les 380 et au-delà. Donc je veux dire que ces 386 voix, je crois que c'était le score du sénateur, président du Conseil général, devaient nous interpeller à ce moment-là. D'où venaient-elles, ces voix ? Elles venaient d'un petit peu partout. Y compris de la gauche. Et bien sûr, y compris de la gauche. Affiché clairement. Absolument. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas être surpris si ensuite on envoie au Parlement des élus qui sont très clairs, pour le coup, parce que le président du Conseil général a toujours dit son opposition à l'évolution institutionnelle. Eh bien, ça n'a pas empêché d'autres élus qui défendaient des options différentes de voter pour lui à ce moment-là. Donc c'est ça la confusion, c'est ça. Et il faut apporter de la clarté à tout ça. Il faut qu'on dise où on est, dans quel camp on se trouve. Au-delà du choix ponctuel qu'on peut faire, moi j'ai du mal à accepter des alliances à géométrie variable. Voilà. Et donc je dis c'est un problème de fond. C'est pas un problème ponctuel, c'est un problème de fond. Comment aujourd'hui la gauche se situe-t-elle par rapport à ça ?
Alors se situe-t-elle par rapport à quoi? Par rapport à des choix économiques entre la droite et la gauche, ou par rapport à des choix plus locaux sur la Corse, avec des dossiers de l'évolution sur des dossiers importants comme l'inscription de la Corse dans la Constitution, comme la co-officialité? Non, mais la gauche, elle a toujours été à l'origine de toutes les évolutions en Corse. Toujours. C'est pas la droite, c'est la gauche. Bon, très bien. À partir de là, il me semble naturel que ceux qui souhaitent une évolution, des changements en Corse, se tournent d'abord vers la gauche, plutôt que de demander à cette gauche de rompre avec l'État. Aujourd'hui, l'État qui vient de proposer une évolution vers la collectivité unique. Donc je pense qu'il y a là des contradictions que je ne comprends pas bien. Voilà. Serez-vous candidat aux élections territoriales? Écoutez, je l'espère. En tout cas, on travaille pour ça. On travaille pour faire des propositions. On travaille pour présenter un projet. Ça ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, vous savez, après les élections municipales, les choses sont compliquées. Il faut rassembler, il faut redonner confiance, il faut redonner envie aux militants, aux sympathisants. Il faut aussi aller chercher, convaincre, aller chercher des soutiens. Il faut aussi que ce que je viens de vous dire et le positionnement qui est le nôtre aujourd'hui, en tout cas celui que personnellement je défends, c'est-à-dire celui de la clarté, une gauche assise sur ses valeurs, sur ses fondamentaux, et puis en même temps ouverte sur l'avenir, favorable à un certain nombre d'évolutions, mais qui reste la gauche. Voilà. Et à partir de là, si effectivement ce discours aujourd'hui agrée les progressistes de ce pays, eh bien, on prendra nos responsabilités et on le portera. Si je constate qu'il n'est pas entendu, qu'aujourd'hui on préfère rester dans le flou du troisième tour des futures élections territoriales, eh bien, j'en tirerai les conséquences. Vous savez, on a évoqué tout à l'heure les questions d'éducation. Moi, j'ai un travail, je fais un métier qui me passionne. Je fais de la politique parce que je souhaite m'engager au service des autres. J'ai toujours eu envie et eu le désir profond de faire avancer les choses en fonction de mes convictions et sur ce seul critère. Donc à partir de là, je ne ferai pas le grand écart. Ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont pu être faites pour les municipales, par exemple? Ah, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais je veux dire, quand on a des convictions et quand on a des idées claires sur ce qu'on veut faire, moi, je pense que l'essentiel est là. Ensuite, on peut toujours faire des erreurs tactiques. Mais ce qui est dommageable, c'est quand on n'est pas lisible par l'opinion. On voit que la majorité territoriale de gauche, aujourd'hui, elle n'est plus aussi soudée que lorsqu'elle a été élue, forcément, sur des dossiers importants, sur des dossiers essentiels, notamment sur le dossier de la SNCM, sur des dossiers d'avancée institutionnelle aussi. Vous parliez de grand écart, ça veut dire qu'il va falloir vraiment trouver un socle commun? Absolument. C'est indispensable. C'est indispensable. Et moi, je ne suis pas sûr que la gauche, quand elle est arrivée aux responsabilités en 2010, ce socle commun était assez solide. Mais, on doit quand même reconnaître qu'elle a tenu cette majorité, puisqu'on est aujourd'hui en 2015. Les élections auront lieu à la fin de l'année. Elle a tenu, malgré les vicissitudes et les aléas. Donc je pense que petit à petit, sans doute que les uns et les autres se sont retrouvés sur un certain nombre de points qu'ils avaient en commun. En tout cas, moi je souhaite, encore une fois, que la gauche sache sur quels fondamentaux et sur quelles valeurs elle est. Et dès le premier tour? Bien sûr, dès le premier tour, évidemment. Vous parliez de troisième tour, évidemment, ça c'est encore très loin pour vous. Oui, je crois que les citoyens et par extension les électeurs en ont assez de tout ça. Ils ont besoin de savoir comment les gens se positionnent. Merci beaucoup, Paul Di Giacomi. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranchi. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranchi.
Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine. Ravi de vous retrouver pour ce Gouard, ou ravi de retrouver également notre invité Paul Didja, commis président de Corse social-démocrate. Bonjour. Bonjour. Le Corse social-démocrate, donc Paul Didja, commis mais également proviseur de la cité scolaire du lycée Fèche à Ajaccio. On va parler d'un sujet à la limite entre la politique et l'éducation, encore une fois, puisque c'est vrai que tout est étroitement lié. Il s'agit du comité départemental de la délinquance qui a une nouvelle fois été mis en place par le préfet de Corse. Il y a des comités départementaux, des comités communaux, avec 3 axes qui ont été fixés pour cette année, dont un qui est vraiment en relation avec la jeunesse. On écoute Christophe Mirmont, le préfet de Corse, et on se retrouve après. Ce comité doit travailler de façon pragmatique. Il y a au niveau national des priorités qui ont été affichées. Ces priorités, elles sont décalquées dans un document de nature départementale, un plan de prévention départementale qui a retenu au titre des années 2015-2017 3 priorités. Tout d'abord, la prévention de la délinquance des jeunes. Deuxième élément, la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Et puis, troisième élément, la tranquillité publique. Et il appartient bien sûr ensuite au niveau infradépartemental, donc le niveau communal ou intercommunal, de décliner ces priorités en les adaptant bien sûr au contexte local et à la stratégie portée par les élus au niveau communal. Paul Didja a commis donc une double casquette qui vous correspond parfaitement que ce dossier. Oui, évidemment, puisque au quotidien, quand on gère une communauté éducative de 1500 personnes avec personnel et élèves, il est évident qu'on est confronté à des difficultés. On a à gérer des conflits, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a les effets des problèmes qui sont aujourd'hui très importants dans notre société, les problèmes de précarité, des problèmes sociaux liés au chômage, liés à la difficulté de vie, liés à la santé, tout ça. À un moment ou à un autre, ces difficultés, ces problèmes arrivent dans l'école. Et donc, on a à aller, si ce n'est les traiter de manière complète, parce que chacun doit rester dans ses prérogatives, en tout cas à les connaître, à les analyser, et puis à essayer d'apporter des solutions quand on peut le faire. Vous avez été donc élu dans la précédente majorité, responsable des affaires scolaires. C'est un avantage en fait d'être vraiment dans le dossier, je vais dire, en tant qu'élu. Vous n'étiez pas un simple élu inscrit en tant qu'élu, vous étiez justement quelqu'un, le préfet Mirmont parlait de pragmatisme, c'est important ce mot. C'est évident, ça va beaucoup plus vite. Il est certain que on connaît le fonctionnement de l'institution, l'éducation nationale, on a l'habitude de travailler avec les partenaires, on connaît les difficultés auxquelles sont confrontées les familles, et quand on décide de mettre en place, comme ça avait été le cas lors de la dernière mandature, le dispositif de réussite éducative, par exemple, on était complètement dans cet esprit, c'est-à-dire travailler avec les autres partenaires, le Conseil général, l'État, l'éducation nationale, etc., la municipalité, bien sûr, puisqu'on était chef de file. Et donc, oui, c'est un avantage de connaître un petit peu ce domaine. C'est un avantage, ça aide les enfants, ça aide les politiques à se mettre en place. C'est ça va plus vite, on comprend mieux les problématiques, on sait peut-être de manière un petit peu plus rapide comment trouver les moyens quand les problèmes se posent, ou aller les chercher, et puis aussi convaincre, c'est peut-être un petit peu plus facile quand on maîtrise le domaine dans lequel on intervient. Et tous les éléments de la chaîne. C'est ça. Justement, ces comités départementaux de prévention de la délinquance, l'éducation nationale y siège. De quelle manière? Comment ça se passe? Mais ce qui est important, si vous voulez, le préfet le soulignait tout à l'heure, c'est de retrouver aussi les priorités, de les retrouver dans l'école. Aujourd'hui, la question du harcèlement se pose dans l'école. La question de l'égalité garçons-filles se pose dans l'école. La question de l'homophobie aussi se pose dans l'école. Donc toutes ces questions-là, elles sont traitées notamment à travers ce qu'on appelle le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté dans les établissements scolaires. Et c'est un lieu aussi de débat, d'échange, de propositions,
non seulement avec les acteurs institutionnels, que ce soit l'école, que ce soit la préfecture, que ce soit la justice quand c'est nécessaire, ou les forces de police, ça arrive aussi, mais aussi les parents d'élèves. Donc je veux dire que ce sont ces dispositifs-là qui permettent aussi de faire le lien entre toutes ces problématiques, de mieux les comprendre, de mieux les connaître, et puis de proposer des solutions à l'interne, qu'on retrouve inévitablement aussi à l'externe, dans la mesure où ce travail qui est fait à l'intérieur de l'école, on l'espère en tout cas, permet de corriger un certain nombre de difficultés à l'extérieur aussi. C'est quoi les solutions à l'interne? Vous avez parlé d'homophobie, de harcèlement. Discuter, bien sûr, mais... Quand je parle de ces questions, ce sont des orientations nationales. Hein. Il ne s'agit pas aujourd'hui de transposer dans les établissements scolaires locaux ces problèmes qu'on rencontre au niveau national. Mais ils existent aussi, il ne faut pas se voiler la face. Et donc les moyens, c'est ce que je viens de décrire. Il y a à la fois des moyens institutionnels, dans les différentes instances qui existent dans les établissements scolaires, et puis il y a aussi tout le partenariat qu'on peut mettre en place tout ce qu'on peut construire avec les différents partenaires pour essayer d'apporter des solutions, d'aider les familles, d'aider les élèves, de construire un dialogue, un partenariat et de trouver des solutions à l'interne en prenant des décisions. Et quelquefois, ces décisions, elles peuvent être difficiles, mais c'est comme ça. Il faut les prendre quand même. On va revenir pour terminer sur une émission précédente, la visite encore du ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui disait que dans le parcours scolaire devait être aussi introduit une responsabilisation des élèves, c'est-à-dire que tous les mandats associatifs seraient pris en compte dans le parcours scolaire, dans le livret scolaire aussi, pourquoi pas. C'est ce qu'on a cru comprendre. C'est aussi une solution. Tout ce qui peut permettre à l'élève, aux jeunes, de faire valoir un parcours, des qualités particulières, un engagement citoyen. Je crois que c'est très important. Et c'est très important que l'école aussi puisse connaître ce parcours, qui quelquefois est extérieur à l'école. Mais généralement, c'est le cas. Alors, c'est peut-être ce que voulait dire la ministre, il faut peut-être le formaliser de manière un peu plus précise. Mais en tout cas, on connaît suffisamment nos élèves et généralement les élèves qui s'engagent à l'intérieur de l'établissement aussi permettent à leur engagement d'avoir un prolongement à l'extérieur de l'établissement, dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale. Donc je pense que c'est important, évidemment. La reconnaissance de ce qu'on est, c'est toujours important. Merci beaucoup Paul Didjak. Mais avant de terminer, avant de vous quitter, donc pour cette semaine, Corse social-démocrate, donc on va le voir dans les semaines qui arrivent. Donc on a parlé des territoriales. Où en est Corse social-démocrate aujourd'hui? C'est difficile. C'est difficile. Il ne faut pas se masquer la réalité. C'est compliqué parce que effectivement, vous l'avez remarqué, j'ai exprimé un certain nombre de réserves sur un certain nombre de points. Et effectivement, ça n'est pas sans conséquences. On assumera ces conséquences, on verra comment les choses se passent dans les jours et les semaines qui viennent. Les militants, sympathisants, enfin tous ceux qui le souhaitent se détermineront par rapport à la ligne qui est proposée et par rapport aux propositions que j'ai faites d'ailleurs le 17 mai. En étant élu au moment où j'ai été élu président de Corse social-démocrate, j'ai fait ces propositions. Je veux dire, je n'ai pas caché ma volonté d'aller dans la direction qu'on évoquait tout à l'heure, celle d'une gauche responsable, d'une gauche qui dit ce qu'elle est, qui s'assume et en même temps qui a un regard tourné vers les autres, hein, sur les problèmes à la fois nationaux mais aussi européens, et essayer de mettre les choses en perspective et puis essayer de contribuer au rassemblement des forces progressistes. C'est ce que j'avais dit le 17 mai, je suis resté sur cette ligne, je n'ai pas bougé. Et les gens se détermineront, je ne peux pas dire plus, et moi ensuite je prendrai acte de tout ça et puis je prendrai les décisions qui s'imposent me concernant. Voilà. Mais je suis extrêmement tranquille, je ne nie pas les difficultés, je les connais. Je sais très bien que ce n'est pas facile de se mettre en rupture à un moment donné avec une ligne politique qui a été notamment celle qu'on a vue aux élections
municipal, mais c'est comme ça, ce sont les miennes, ce sont mes convictions, ce sont mes idées, je les défends, et contrairement à ce que je peux lire dans la presse ou ce que je peux entendre, je n'accepte pas tout, et je n'accepterai jamais ce que je ne veux pas accepter. Voilà. Merci, on va rester sur cette phrase. Je vous en prie.